Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque tout à fait stimulant. L'exigence de publicité en matière de politique étrangère court tout au long du XIXe siècle. L'opinion dans les pays d'Europe occidentale devient une actrice des relations internationales dès la fin des guerres révolutionnaires. Les discours savants la théorisent, les décideurs en tiennent compte pour déplorer son poids, l'influencer, l'instrumentaliser. La mise en place d'un système médiatique très tôt, en fait, reposant sur une presse démocratisée par les revenus qu'elle tire de sa publicité dès le milieu des années 1830, généralise l'information politique. Il y a plus de lecteurs que d'électeurs en France ou au Royaume-Uni dans la première moitié du XIXe siècle. Cette presse a un discours sur elle-même. Elle estime que l'opinion publique, se saisissant des questions internationales, ce que les politistes appellent l'OPSI, participe de la force morale d'une nation. Les journaux en tirent une responsabilité singulière, alimenter le public en information, faire entendre aux politiques et aux autres OPSI ce nouveau fondement de la puissance nationale et ce nouvel arbitre de la politique étrangère. Mais l'élargissement de l'espace public consacré aux affaires étrangères, sa dilatation à l'échelle européenne, permettant une opinion publique internationale, on parlera cette fois avec Bertrand Badi de OPI, connaissent des progrès qui ne sont pas linéaires et subissent parfois aussi des régressions. Entre la presse cosmopolite et élitiste de la fin de l'Ancien Régime et la presse de masse nationaliste du début du XXe siècle, il a existé un public européen pour une presse européenne, ou du moins pan-européenne. Il en reste naturellement quelque chose dans l'entre-deux-guerres. Mais la notion d'un arbitrage par l'opinion publique européenne qui était immanente au discours que la presse tenait sur elle-même avant l'invention d'institutions comme le tribunal de l'Haye, par exemple, s'effrite progressivement. La mise en place dans le second XIXe siècle du système bismarckien fragilise l'ébauche d'espace public européen. À la veille de la Grande Guerre, la notion d'arbitrage des rivalités internationales par l'opinion s'est estompée du discours médiatique. La crise de juillet 14 elle-même n'a pas été saisie par une opinion publique internationale, puis la guerre a naturellement accentué la fragmentation des OPSI européennes selon une logique de bloc antagoniste. L'après-guerre, comme le rappelle l'appel à la communication du colloque, est marqué par le retour d'un discours souhaitant un ordre international réglé par une délibération collective sous le contrôle de l'opinion. Je me propose d'explorer ce matin la relation nouvelle qui se noue entre les diplomates et l'opinion publique dans les années 30, en m'attachant donc au cas de la guerre civile espagnole. Le 17 juillet 1936, le Frente Popular fait face à une insurrection militaire. Le 20 juillet, le Premier ministre espagnol sollicite du gouvernement du Front Populaire armes et munitions. Blum lui fait bon accueil. Le lendemain, il annonce son accord à l'ambassadeur espagnol. Pourtant, quelques jours plus tard, le 8 août, le Conseil des ministres décide la non-intervention du gouvernement français, la non-livraison d'armes, et souhaite généraliser cette position à l'ensemble des puissances. Le 8 septembre, le Comité international de contrôle tient sa première réunion à Londres avec des représentants français, anglais, allemands, italiens et soviétiques. À la question qui lui a été posée, Blum a donc spontanément répondu oui, puis il s'est ravisé, a cherché une voie médiane pour répondre finalement non. Comment expliquer ce retournement ? L'interprétation classique et plutôt confortable de l'historiographie française tient à l'hostilité de l'Angleterre, autant qu'à ses propres divisions nationales. La guerre qui déchire l'Espagne divise aussi l'opinion française, très clivée, et plus largement les opinions européennes, selon une distribution idéologique qui ne recoupe pas toujours les logiques d'entente diplomatique. L'opinion anglaise est plus proche des opinions italiennes ou allemandes sur cette question que d'une large partie de l'opinion française. Dans le cadre d'une politique étrangère fondée sur l'assentiment de l'opinion publique et d'une entente cordiale fonctionnant sur l'entente des peuples, la diplomatie française doit concilier des exigences contradictoires. Pour rationaliser le processus de décision français et identifier le rôle que l'OPSI y a joué, je procéderai par simplification pour différencier les acteurs, au moins trois dans cette crise. Le gouvernement, avec sa légitimité politique, le diplomate, avec toute son ambiguïté d'administrateur ayant une délégation de pouvoir régalien, on le verra, et sa légitimité d'expert, croissante avec la professionnalisation du métier, l'opinion publique, enfin, qui est devenue le socle de la légitimité de toute politique, intérieure ou extérieure, en régime démocratique. Parmi ces trois acteurs, celui qui opère avec la plus grande solidarité transnationale, c'est le diplomate. Plus que les OPSI fragmentés, mieux que les politiques méconnaissant leurs homologues étrangers, cela leur donne à ces diplomates une certaine prise sur les événements. Nous verrons donc dans un premier temps pourquoi les diplomates français, marqués par le poids de la tradition et leurs habitudes de travailler en solidarité avec la Grande-Bretagne, ont souhaité une politique de non-intervention en Espagne. Puis nous verrons comment ces diplomates ont imposé, le terme est peut-être un peu fort, au gouvernement, ou en tout cas inspiré cette non-intervention en utilisant l'opinion publique, à moins qu'il n'ait été d'ailleurs inspiré par elle. Donc d'abord, premier point, le poids de la tradition au Quai d'Orsay, non-intervention et entente cordiale.
Peut-on adapter pour commencer la notion de sociabilité en parlant d'une sociabilité diachronique pour évoquer la tradition de la non-intervention qui pèse dans l'administration française. La notion de non-intervention inventée sous la monarchie de Juillet, mobilisée par les diplomates de l'entre-deux-guerres, est une tradition opportunément rappelée dans un contexte évidemment différent. Mais c'est aussi un souvenir vivant qui fait sympathiser des diplomates hostiles à la propagande communiste avec leurs lointains aînés, inquiets d'une diplomatie idéologique abandonnée à la propagande républicaine. Contre les socialistes utopiques de tout poil qui plaidaient pour l'intervention française dans les affaires belges ou polonaises dans l'Europe des années 30, les diplomates de la monarchie de Juillet ont étroitement lié l'ordre intérieur à la paix dans l'absence d'intervention étrangère et fait de la France et des autres puissances du concert européen, avec elle, le champion de cette non-intervention. Guizot est l'apôtre de cette politique qui rallia largement les partis et l'opinion de la gauche modérée jusqu'aux conservateurs. La diplomatie de la Deuxième République a perpétué cette tradition de non-intervention avec laquelle le Second Empire a rompu jusqu'à sa perte, et la Troisième République se souvient de sa naissance. Il existe donc en 1936 une mémoire diplomatique activée par les agents du Quai d'Orsay et la presse, qui a bonne mémoire. Les journaux plaident pour la non-intervention, sans crainte d'anachronisme parfois, en s'appuyant sur le souvenir de l'expédition d'Espagne en 1823, le rôle des mariages espagnols dans la ruine de la première entente cordiale dans les années 1840, ou bien sûr le prétexte espagnol du mariage dans la guerre franco-prussienne de 70. André Géraud, dit Pertinax, un journaliste du très diffusé Écho de Paris, proche du secrétaire général Alexis Léger, remonte même jusqu'au Premier Empire pour sensibiliser l'opinion au danger d'intervenir en Espagne. Le peuple espagnol, je le cite, n'a point encore oublié la conquête napoléonienne. Gardons-nous de ressusciter le passé, même sous la forme la plus atténuée, que notre consigne soit de ne pas intervenir, sinon nous mettrions contre nous, dans tous les cas, la moitié des Espagnols, et de surcroît, nous aurions peut-être la malchance de voler au secours des vaincus. Le secrétaire général, fort de ses contacts avec une bonne partie des chroniqueurs de la politique étrangère, souffle à Kérylis, un autre de ses contacts à l'Écho de Paris, une référence plus récente pour solidariser le Front populaire à la tradition du Quai d'Orsay. Le refus du gouvernement, quelques mois auparavant, mais avant le Front populaire, de livrer des armes au pouvoir régulier d'Athènes contre les vénizalistes. La comparaison avec la diplomatie de Guizot peut-elle se prolonger au titre de cette sociabilité diachronique sur le plan d'une tradition plus sociologique qui ferait de la transformation de la figure du diplomate un renouvellement en trompe-l'œil depuis l'aristocrate mondain et policier de la Restauration à l'expert compétent et discret de la Troisième République. Dans les semaines où s'invente la non-intervention, la presse de gauche, la presse socialiste, dénonce cette illusion de renouvellement. Le 23 août, l'éditorial du Peuple, qui regrette que la France n'ait pas sanctionné l'Italie en 1935 et n'aide pas l'Espagne en 1936 républicaine, relie cette politique d'abstention au traditionnalisme du personnel diplomatique. Je le cite, « On voudrait bien que la diplomatie française, l'actuelle comme les précédentes, mais sont-elles si différentes, trouvât le temps de faire réflexion sur ces propos. » Le renouvellement en termes sociologiques, pour faire vite l'effacement de l'aristocratie montré par Isabelle d'Ascq, comme en termes de représentation de l'honnête homme de l'Ancien Régime au serviteur républicain dont la légitimité repose sur l'efficacité bureaucratique, ce renouvellement n'empêche pas des formes de continuité, voire des résurgences. Sociologiquement, l'entre-deux-guerres voit le retour en force de l'aristocratie. Quant aux bourgeois qui sont aux commandes du département, dans quelle tradition s'inscrivent-ils pour fonder leur propre légitimité? Se voient-ils en nouveau Guizot, bourgeois travailleurs, assumant des responsabilités au nom de leur capacité? Sans aller forcément jusque-là, ce n'est pas un modèle Guizot qui est très souvent invoqué, il est frappant de constater certains traits sociologiques et culturels communs aux membres de l'équipe Léger, qui participent à une redéfinition de l'idéal type du diplomate en écho avec le renouvellement de 1830, fondé sur les capacités. Résumons-les ainsi, pour faire vite, surreprésentation du bourgeois protestant, plutôt fortuné, d'un libéralisme tempéré, donnant le sentiment d'une sorte de monochronie sociopolitique à la tête du Quai d'Orsay et d'un tropisme anglophile. En 1936, Bargeton, directeur politique, Massigli et Coulondre, les deux sous-directeurs, Charveria à l'Europe, son adjoint Rochat, les 5 plus hauts responsables du Quai d'Orsay en dessous de Léger, sont protestants. À cette liste, il faut ajouter Pierre Commère, qui joue un rôle déterminant à la direction de la presse, qu'il essaye de modeler la presse française et internationale sur la ligne anglophile et libérale du département. Cette surreprésentation des protestants ne passe pas inaperçue. Louis de Rebien, directeur du personnel en 1936, écrit plus tard pendant la guerre dans ses notes qu'il regrette l'influence néfaste, je le cite, des milieux protestants, des riches milieux protestants, il y a toujours une pointe comparable à l'antisémitisme ou à l'antiprotestantisme, de la banque et des grandes affaires, qui avaient pénétré non seulement le Quai d'Orsay, mais aussi leur couveuse, l'école des sciences politiques, dont, je le cite à nouveau, beaucoup des plus éminents professeurs, les Deichstall, les Sturm, les Siegfried, les Sédou, étaient aussi protestants. Ces bourgeois intègrent les traditions tout en s'en démarquant subtilement. Ils manifestent leur attachement à la démocratie radicale tout en protégeant la République de toute tentation socialiste à l'heure du Front populaire. En synchronie, maintenant, cette équipe Léger se caractérise par des sociabilités anglophiles, marquées par une adhésion aux principes politiques de la démocratie libérale, des affinités culturelles avec les Anglais et le choix stratégique, bien sûr, d'une alliance franco-anglaise.
Cet état-major, en effet, est unanimement anglophile dans la tradition de Cambon et de Berthelot, un autre protestant. Bargeton et Charveria, les plus fidèles collaborateurs du secrétaire général, partagent ses vues jusqu'au mimétisme. La sécurité collective n'a de sens qu'avec la solidarité britannique. Même leur vocabulaire redit cela sans cesse. Les deux directeurs adjoints, Massigley et Coulonde, sont sur la même ligne. Tous ces diplomates sont si notoirement anglophiles que Daladier en vient à s'étonner dans une boutade que le gouvernement de Sa Majesté prenne la peine d'entretenir une ambassade à Paris. Cette anglophilie libérale se prolonge à l'ambassade de France à Londres. Avec Charles Corbin, ambassadeur depuis 1933, Cruy-Chanel, collaborateur immédiat du secrétaire général, note qu'il n'est pas un homme du présent, ce que ne dément pas Sainte-Suzanne, un autre proche de Léger, qui lui reproche d'imaginer Corbin l'Europe comme quand il avait 35 ans. Il le trouve triste et terne, digne et probe, parfait et court, et conclut le diplomate type, ce qui inscrit au cœur du département le regret d'un certain conservatisme professionnel. Mais Corbin est surtout anglophile, communiant avec Léger dans une même anglomanie, une même hostilité à l'Allemagne nazie, régulièrement accorder cette communauté de vues par une relation épistolaire très riche, quoique à sens unique. Cette communauté de vues repose aussi sur des liens personnels. Ils sont étroits entre Léger et Van Sittart et dépassent la sociabilité professionnelle. L'opposite Number de Léger au Foreign Office lui offre un miroir valorisant et rassurant, partageant ses qualités d'éminence grise, mais aussi d'écrivain diplomate. Van Sittart et dramaturge, donnent des pièces au théâtre londonien. Il leur arrive d'ailleurs tous les deux de partir ensemble en congé pour naviguer, loisir viril et aventureux qui convient à leur représentation du diplomate moderne. À l'ambassade, la durée de résidence des agents diplomatiques favorise la tendance classique à se rapprocher du pays auquel on est accrédité. Il est notoire que Corbin ne partira de Londres que pour prendre sa retraite. Roger Cambon, fils de Jules, ne veut pas d'autre poste que numéro 2 en Grande-Bretagne. Et ces diplomates ont donc noué des relations de confiance avec le Foreign Office, surtout avec les plus francophiles d'entre eux. Leurs affinités vont à Churchill, Eden, Duff Cooper et Van Sittart, de préférence aux appeaseurs, Sir Austin Chamberlain, Sir John Simon, Sir Simon Howe ou Lord Halifax. Si ce sont ces derniers qui tiennent le Foreign Office pendant la crise espagnole, les agents francophiles perpétuent une étroite solidarité de vue avec leurs amis. Un exemple, en mars 1935, après l'annonce par Hitler de la remilitarisation de l'Allemagne, Van Sittart prend sur lui de blâmer Sir John Simon, qui maintient sa visite à Berlin. Et Corbin peut écrire à Léger. Hier, comme je disais à Sir Robert Van Sittart, combien nous trouvions l'initiative de Sir John Simon profondément regrettable à tout point de vue, il m'a interrompu en me disant « Vous pouvez la qualifier de désastreuse ». Sir Robert Van Sittart m'a dit qu'il regrettait vivement d'être obligé de juger ainsi son chef, mais que les circonstances étaient trop graves pour qu'il ne le fasse pas, part de son sentiment. Il m'a demandé seulement, si je vous le confiais, à mon tour, de ne pas le consigner dans un rapport officiel. Mais donc la lettre est là pour l'historien. Sur la question espagnole, les diplomates de l'ambassade de France manifestent plus d'acquaintance pour le pragmatisme anglais que pour l'interventionnisme de Blum. Girard de Charbonnières, par exemple, jeune agent mais vieille carrière, ne cache pas sa sympathie pour les insurgés. Je fus confirmé dans cette sympathie, écrit-il, par tout ce que je lus ou entendu dire, montrant que le camp gouvernemental était tombé sous la coupe des anarchistes et surtout des communistes qui se livraient à toutes sortes de massacres et d'atrocités. L'ancien secrétaire d'ambassade laisse entendre dans ses mémoires que ses sentiments sont partagés avec Roger Cambon, Roland de Margerie, Bonny de Castellane, tous sensibilisés au sort des victimes des Rouges, dont ils ont à s'occuper lorsqu'ils se réfugient dans les représentations diplomatiques anglaises et françaises de Madrid. Bref, dans l'affaire espagnole, ces diplomates n'hésitent pas à se poser en défenseurs de la continuité administrative et de la tradition de la politique étrangère française contre leurs ministres. La relation Blum-Léger les y autorise du fait de l'autorité de l'écrivain diplomate sur le trait littéraire Premier ministre. Type même de l'intellectuel plus respectueux des autorités spirituelles que des ordres de la République, Blum est sensible à l'auréole poétique de Saint-Jean-Perse. Si Léger se garde d'exprimer ses sentiments à l'égard du Front populaire, son secrétaire particulier perçoit sa répugnance tramée dans sa prudence. Après-guerre, adoubé par les milieux démocrates de Washington, Léger se déclare volontiers un homme de gauche. En 1936, il est surtout anticommuniste et ne fait pas mystère de ses sentiments dans l'affaire espagnole. Sainte-Suzanne, qui l'a rejoint quelques semaines avant le déclenchement de la crise, dresse son bilan en 1939. Il n'a cessé d'être un dur, sauf dans les affaires d'Espagne. Aussi bien, Sainte-Suzanne voit Léger instrumentaliser les journalistes, qu'il influence par des confidences, voire des commandes d'articles, afin de faire subir à Blum la pression de l'opinion. Un exemple, le journal des débats, proche du département, dès le 27 juillet. Cette histoire a révélé une terrible anarchie dans la conduite de nos affaires extérieures. Le Quai d'Orsay a été tenu à l'écart, comme il a eu soin de le faire savoir par un communiqué. Tout a été conduit par messieurs Blum et Pierrot, jusqu'au moment où un légitime mouvement d'indignation a empêché l'aboutissement de la combinaison préparée dans l'ombre. Léger utilise d'autres institutions pour presser Blum, les militaires. Il sympathise avec la guerre pour éviter que la France se trouve dans le même camp que l'URSS à Madrid, alors qu'il freine les négociations militaires avec Moscou. On le voit dans sa correspondance avec le général Schweizgut. Ces réserves à l'égard d'une intervention française sont également relayées par les présidents des deux chambres, Herriot et Jeannet, dont il entretient savamment l'anglophilie.
Le poids de la tradition incarnée par le département pèse également sur le ministre Delbos. Le défaut d'expérience, peut-être de tempérament du ministre des Affaires étrangères, ce radical, réinvestit le secrétaire général d'un pouvoir qu'il n'avait plus connu depuis Paul Boncourt en 1933. Annoncé par le Canard enchaîné comme timide, inoffensif et conciliant, les témoins s'accordent pour penser que Delbos tombe d'emblée sous la coupe du secrétaire général. Aux yeux de Bullitt, envoyé spécial de Roosevelt, c'est un chic type qui ne pesait pas lourd et suivait la lignée de Léger et la vieille garde du Quai d'Orsay. Les diplomates font sentir tout le poids de la tradition qu'ils incarnent à Yvon Delbos. Héritier revendiqué de brillant, il est renvoyé à sa responsabilité de pacifiste. Ministre inexpérimenté, on lui oppose la tradition du Quai d'Orsay. Les diplomates lui rappellent que la non-intervention des grandes puissances dans celle des petites constitue l'un des dogmes de la politique étrangère française. Le département multiplie les notes juridiques pour faire état de cette tradition. De Berlin, au début de la crise, François Poncet lui écrit « On considère ici que notre pays, qui a toujours préconisé la thèse de la non-immixtion dans les affaires intérieures des autres peuples, est en train de s'infliger un démenti et de créer un précédent fâcheux. » François Poncet enfonce aussi loin que possible le coin que l'Allemagne glisse entre le président du Conseil socialiste et son ministre des Affaires étrangères. Les mises au point émanant du Quai d'Orsay ont été enregistrées, mais on n'a pas caché qu'on les trouvait peu convaincantes, ou plutôt on a insinué que le Quai d'Orsay n'était pas d'accord avec le président du Conseil. Il est piquant d'observer que Renouvin et Beaumont, les historiens ayant dirigé l'édition des documents diplomatiques français, entraient encore dans cette façon de voir lorsqu'ils publièrent le volume consacré à l'année 36 au milieu des années 60, justifiant à leur tour la non-intervention par une tradition qu'ils s'emploient à démontrer. Une autre façon d'influencer Delbos pour le dissuader d'intervenir en Espagne consiste à lui représenter l'hostilité de l'opinion française et à le dissocier, là encore, du président du Conseil. Pertinax, documenté par Léger, attribue dès le 24 juillet au seul Blum, malgré l'avis contraire de M. Delbos, je le cite dans le journal, la décision de livrer des armes aux Républicains. Tabouy, Geneviève Tabouy, proche de Léger, expose scrupuleusement sa pensée dans l'œuvre. La journaliste diplomatique relate que la veille du Conseil de cabinet décisif du 8 août, la journée s'est passée au Quai d'Orsay à préparer le dossier de Delbos afin de le nourrir des arguments techniques qui emporteraient les résistances idéologiques de certains membres du cabinet. Bref, la presse française contribue à enfoncer le coin que les diplomates français et allemands ont introduit entre Blum et Delbos. La position des diplomates français est si peu méconnue que les républicains espagnols les court-circuitent autant que possible. Les messages les plus sensibles sont portés directement au domicile de Blum. A l'inverse, lorsque le 30 juillet, un télégramme qui vient de Rabat informe que des avions italiens se sont posés dans le Maroc français en catastrophe, Blum est tenté de réinvestir une position d'intervention, puisque l'intervention de facto existe. Dans ce cas-là, c'est Jules Mock, le secrétaire général de la présidence du Conseil, qui l'envoie à Londres. Donc il initie une diplomatie parallèle pour court-circuiter les diplomates français. Bref, la combinaison de ces trois traits, attachement de l'équipe Léger à la tradition libérale non interventionniste, attachement de ces mêmes diplomates à l'entente avec une Grande-Bretagne peu interventionniste, et l'influence de ces diplomates sur les ministres du Front populaire, pèsent sur Blum avant toute prise en compte de l'opinion publique. Il faudrait y ajouter aussi le contraste entre le peu de poids stratégique que représente l'Espagne dans la représentation que sont les diplomates. On n'en parle jamais dans les instructions générales sur la politique française rédigées par le département, et en revanche la puissance de nuisance que représente l'Espagne en termes de division de l'opinion publique. D'où notre deuxième point. Faut-il, que je vais raccourcir, faut-il pour les diplomates suivre ou domestiquer son opinion publique ? Les diplomates représentent l'opinion publique dans l'entre-deux-guerres comme à la fois une source de légitimité et de force morale. De ce point de vue, l'opinion publique française leur pose deux problèmes. D'abord, leur opinion est atone. Léger, dès 1934, s'alarme devant Herriot de l'incroyable passivité de l'opinion publique nationale qui prive les dirigeants eux-mêmes de tout stimulant comme de tout correctif. Il ajoute allusivement à l'énervement des fils de Clovis II, privés de leur virilité par leur père et retirés à l'abbaye de Jumièges. La France d'aujourd'hui s'appelle-t-elle Jumièges ? En janvier 1938, il finit même par verser dans l'antiparlementarisme, qui pourtant en général vise également les diplomates, en confiant à Opnaud, le tonus de la France s'affaiblit. Que faire avec un pareil régime et les hommes de ce régime ? Deuxième problème, l'OPSI est divisé, division qui profite à Berlin et Moscou. La superposition de l'information sur la guerre civile espagnole et du climat de lutte de classe sur fond de grève générale suscite la hantise d'une importation de la guerre civile. On a un témoignage oral, je ne le cite pas parce qu'il est trop long, de Massigli, qui raconte que ça justifie largement le choix d'une politique de l'intervention. Et de fait, les titres sont très frappants dès le début de la crise. On voit par exemple dans le Figaro, côte à côte, lutte acharnée dans toute l'Espagne, et dans la colonne d'à côté, sur un ton presque aussi belliqueux, aux usines Peugeot, les ouvriers occupants dressent des barricades. Donc la presse française va... les diplomates, du moins, vont aider la presse française à formuler les termes de la question contre le désir d'intervention du président du Conseil.
Le traitement médiatique du conflit espagnol est demeuré traditionnel. La radio ne joue pratiquement aucun rôle pendant le conflit, contrairement à ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc la presse écrite qui joue un rôle considérable dans l'énonciation de la question. Naturellement, la presse française est loin d'être unanime en juillet 1936, mais à effeuiller cette variété, une seule impression se dégage, un déplacement de la perspective qui modifie la question formulée initialement. Blum n'est pas interpellé par les journalistes sur le fait de savoir s'il faut aider le gouvernement républicain. L'alternative est altérée au profit de cette question. Faut-il choisir un camp plutôt qu'un autre? Au lieu de maintenir les deux partis dans la dissymétrie juridique de leur position initiale, gouvernement légal contre insurrection, l'essentiel de la presse modérée les appréhende dans leur équivalence factuelle de belligérants. Alors comme je vois que j'arrive au terme du temps imparti, je vais extrêmement résumer ma pensée finale pour vous dire que, globalement, le Quai d'Orsay inspire, quand elle le peut, les journalistes qui lui sont le plus proches pour réintroduire comme un leitmotiv quelque chose qui n'est pas forcément très percutant pour l'opinion publique française, à savoir la nécessité de la solidarité avec l'Angleterre, sans quoi on risque de perdre cet allié. Ces diplomates vont donc travailler l'opinion publique à travers la presse, mais ils vont aussi instrumentaliser localement, grâce à leur très bonne relation avec l'ambassadeur Clerc, la diplomatie anglaise, en suscitant une intervention de Clerc auprès de Delbos le 7 août au soir, c'est-à-dire la veille du Conseil des ministres décisif, pour lui faire sentir, alors qu'il n'a aucune instruction du Foreign Office pour ce faire, que le Foreign Office pourrait se séparer de la France si la France intervenait. D'ailleurs, le Foreign Office va le féliciter a posteriori, et tout le corps diplomatique étranger à Paris va se solidariser avec cette position en disant à Clerc, c'est grâce à vous que Delbos a pu résister à Blum. Voilà. Terminons pour conclure par la confidence que Marthe de Fels, la maîtresse de Léger, fit à Roger Martin du Gard en 1940, en amoureuse délivrée par le départ de son amant, déchue de son poste de secrétaire général et bientôt de la nationalité française. Léger haïssait l'Espagne aux rouges. Il avait dit « Si on marchait avec les rouges, je donnerais ma démission ». Et pourtant, il tenait à son pouvoir. C'est uniquement par ses manœuvres et son influence qu'il a empêché la France, du Front populaire, de porter aide à l'Espagne. Martin du Gard ajoutait pour lui-même, dans ses notes, « Et le destin de l'Europe tout entière en eût sans doute été changé ». Commentaire absurde, ou du moins tautologique. Le Quai d'Orsay a inventé, ou plutôt renoué avec la tradition de non-intervention, et l'a imposée en exagérant l'inquiétude du gouvernement anglais, qui n'en demandait pas tant. Mais Léger a objectivé par là des processus qui justifiaient son action et la conditionnaient tout autant. La nécessité de maintenir une tradition le hantait, lui qui n'était pas un héritier, pas plus que ses camarades. L'argument de la concorde nationale lui venait d'autant plus facilement à l'esprit que son anticommunisme était indivis au département et son patriotisme de créole régulièrement mis en cause par la presse nationaliste. Sa crainte des désordres intérieurs procédait d'une appréhension très médiatisée des mouvements sociaux dont il méconnaissait la réalité et s'exagérait peut-être la portée, enfin ça c'est facile à dire. Quant à la solidarité avec l'Angleterre, l'équipe Léger prenait-elle au sérieux le risque d'une rupture de l'entente cordiale? Il fallait pour le croire bien peu de confiance en la position française. Autrement dit, les diplomates pouvaient se plaindre des énervés de Jumièges, mais il ne se situait pas en dehors de l'opinion publique qu'il prétendait conduire. C'est toute la société française des années 30 qui avait subi une sorte de castration morale. Je vous remercie.